Bonsoir. À partir du 30 janvier prochain, il nous sera désormais demandé de composer 10 chiffres au lieu de 8 pour joindre un correspondant téléphonique. Des dispositions sont prises à cet effet par l'Agence de régulation des télécommunications en Côte d'Ivoire. Des précisions tout à l'heure en tout début d'émission. Tous les jeudis, le Live Talk se mue en séance de décryptage que vous attendez tous. André Bois et Alain Toussaint nous rejoignent pour décortiquer l'actualité de la semaine. La libération des militantes de Génération Peuple Solidaire, la présence d'Afin Guessant dans la délégation ivoirienne aux obsèques de Jerry John Rawlings au Ghana, des candidats aux prochaines législatives menacés de radiation par la Commission électorale indépendante, l'évocation du retour des exilés proches de Laurent Gbagbo. Toutes ces informations seront passées au clip par notre fine équipe d'experts maison. Débats et analyses, décryptage de l'information. L'actualité, comme vous l'avez toujours souhaité, c'est dans le Live Talk. Bienvenue. Oyez, petite revue des troupes. Est-ce que tout le monde est à son poste? Je pense que oui. Alain Toussaint et André Bois sont présents. Bonsoir, messieurs. Bonsoir, Brice. Comment ça va? Bonsoir, Brice. Bonsoir à tous nos colistiers. Bon, vous avez confirmé, vous avez confirmé ce que les gens pensent de vous. Le vestier. Vous êtes encore en costume et en veste, monsieur André Bois. Ben voilà, ça me réussit, je pense. Donc, ben effectivement, vous êtes... On n'échange pas une équipe qui gagne. Et une veste qui passe. Voilà. Pourvu qu'elle ne la retourne pas. Voilà. Ça commence déjà. Ça commence bien. Le punchline. Ah oui, bon, là. punchline. Bien sûr. Mesdames, Monsieur. nos hommages. Mesdames, Edith Broubleu et Rabia Diallo sont avec nous pour apporter de la douceur, de la finesse, de la lumière. Tu nous as rangé une case là, pourquoi? Mais pourquoi? Non, parce que tous les deux, c'est pas forcément de la douceur qui nous apporte. pourquoi pas? Alors, je vous ai jamais vu en train de dire des choses. Non, mais là, il veut se rattraper. Ouais, les là, femmes tu nous mets dans une case. Mais justement, pourquoi À la est-ce qu'on... douceur, Pourquoi à est-ce qu'on... l'apaisement. Ne sois pas jaloux, elles sont... Bon, tu peux nous appeler rayonnantes. De la médiatrice. perspicacité. Voilà, médiatrice De la peut-être. finesse d'esprit. Mais Voilà. de tout Merci. ça. Médiatrice, mais pas des traits d'union. Voilà. Médiatisme n'est pas de trait d'union. Oui. Voilà. Parce que l'histoire des traits d'union, on sait. En fait, j'allais reprendre ça pour dire, après Alain Toussaint, Edith Broubleu, Rabia Diallo, bonsoir, ça va? Comment allez-vous, mesdames? Oui, bien, Ça va très et bien. toi-même. Et toi? En tout cas, c'est une belle soirée de décryptage qui nous attend. On va commencer avec un tour rapide de l'actualité. C'est maintenant et c'est dans le Live Factu. Tout de suite. Yes. Je bats chaque jour mon propre record. Timing Concernant respecté. timing parfait. Alors, on parle justement pour notre premier point du Live Factu, en tout cas pour le seul, du basculement de 8 à 10 chiffres. Basculement donc prévu dans la nuit du 30 au 31 janvier 2021, de 0 à 5 heures du matin. Effectivement, donc le basculement est prévu. Les dispositions ont été prises pour éviter qu'il y ait des difficultés, voilà, trop de désagréments au niveau des utilisateurs des différents opérateurs mobiles. Donc, dans la nuit du 31 janvier de minuit à 5 heures du matin. Pour certains, en tout cas ceux qui ont des feature phones, comme on les appelle, ou des téléphones basiques, certains opérateurs, par exemple comme Orange, précisent qu'ils vont recevoir, donc dans la matinée du 31 janvier, ils vont recevoir des ISMS, il faut le préciser, et ils n'auront qu'à cliquer en tout cas dans ce SMS qu'ils recevront pour faire le basculement. Et pour ceux qui possèdent des smartphones, donc ils ont la possibilité de télécharger l'application de 8 à 10, qui est disponible sur les différents stores gratuitement et qui leur permet de faire la transition au niveau de leur numéro de téléphone, de leur répertoire téléphonique. D'accord, je crois qu'il y avait... Ah, André voulait dire quelque Moi, chose. je dis, ben voilà. Ouais, Ouais, normalement, tout devrait se dérouler dans le meilleur des mondes. Très très bien d'ailleurs, dans le meilleur des mondes, parce que avec ce que propose la RTCI, parce qu'à un moment donné, on s'était plaint que certains petits malins avaient développé des applications. Bon, mais non, là, je suis pas d'accord. Pourquoi c'est un petit malin? Ben, parce que c'était pas officiel, monsieur André Bois. Non. Légal ou pas? Oui, Légal, enfin voilà, c'est ça. Entre officiel et légal, il faut savoir. Non. Ben, déjà officiel, c'était pas une application qui était officiellement Non, mais on parle de régulateur, on parle de régulateur, on parle de régulateur. Vas-y, oui. On s'arrête sur les termes. On peut s'arrêter sur le terme. Mais celui-là, la question officielle ou pas officielle, c'est qu'on est dans le monde Oui, de la création. technologie, de Les la gens, ils créent des solutions pour régler un certain nombre de problèmes. Donc, il n'y a pas un côté officiel à la base. Ici, la question devient officielle, et Edith était en train de le dire, parce qu'on rentre dans la régulation de la RTCI
qui est la RTCI qui régule les données téléphoniques. Nos données, c'est la RTCI qui protège. En France, on parle de la CNIL. Et on parle de RGPD qui régit toutes les données. Du coup, à partir du moment où vous créez une application qui est censée aller en contact avec nos données, il serait bon que le gendarme, justement, puisse quand même donner son avis. Donc, ce serait une chose officielle. Moi, je conseillerais non, pas d'attendre, mais à nos amis d'aller plutôt faire le basculement via les plateformes mises en place par les opérateurs officiels. Parce que là, il s'agit de la protection des données. Et on sait quand même l'enjeu qu'il y a derrière les numéros de téléphone, les emails et autres. Les sociétés de marketing qui parfois se cachent derrière ces applications gratuites, entre guillemets, vont peut-être récupérer des données pour les commercialiser. Donc je pense qu'il faut protéger. Justement, quand on parle d'autorisation accordée à 5 autres développeurs d'applications pour mettre en ligne leurs produits, ça veut dire qu'il y a une forme de cachet officiel. Oui, mais quelle garantie a-t-on que les numéros de téléphone qui seront forcément téléchargés via ces applications agréées ne se retrouvent pas dans la base de données des marketeurs? Après, de toute façon, on a eu le cas de WhatsApp avec ces nouvelles règles, ces réglementations qui ont fait migrer de nombreux utilisateurs parce qu'ils pensaient que leurs données allaient être exploitées par Facebook. Nos données sont de toute façon les données sont toujours exploitées. Sont toujours exploitées par des tiers. Donc voilà. Rabia n'a pas encore parlé. Oui, bien sûr. Moi, ce que je pense, c'est qu'une fois que ces créations, enfin, comment ces développeurs-là ont été sélectionnés, ils ont dû être sélectionnés sur la base de termes de référence et sur la base d'un cahier de charges et surtout sur des obligations et des engagements qu'ils prendraient par rapport à ces opérateurs-là pour faire ce travail sans pour autant mettre en danger ou en tout cas exposer tous les clients de ces bases de données-là. C'est pour ça que justement, il ne faut pas donner toutes ces données à n'importe quel développeur que vous avez rencontré sur Internet qui vous propose ces services, quand il ne fait pas partie, par exemple, de la base des données. Mais après, c'est pas le problème le plus épineux. C'est des applications temporaires qui ne vont être utilisées c'est vraiment pas essentiel. Mais moi, quand j'achète mon téléphone, on me dit déjà, mon téléphone me dit qu'il y a certaines applications qui sont bloquées de facto par mon constructeur. Donc maintenant, on me dit, si vous voulez y aller, vous y allez. Mais voilà, moi j'y vais. Donc vous avez répondu à la question. Oui. Donc ça veut dire qu'après, il y a une volonté aussi de l'utilisateur de c'est risque et péril. Voilà, il va sur la Play Store, mais derrière, le régulateur lui met en place un système pour dire moi je protège la collectivité. Exactement. Et voilà, et c'est ce qu'il a fait, il a agréé, mais après ça ne doit pas empêcher quelqu'un qui pense qu'en créant une application qui donne pas mal de services aux clients, qui a envie de leur offrir, c'est comme WhatsApp. WhatsApp n'a pas été agréé, ils sont venus, ils ont proposé un service, et au fur et à mesure, les régulateurs dans les pays ont dit, bon, ok, comme vous touchez quand même des zones sensibles des données, on va vous mettre des garde-fous. Voilà un peu. Il ne faut pas bloquer la créativité en nous sortant des... C'était ça le sens de mon propos. Mais ce qu'il est important de rappeler aussi, c'est qu'on dit souvent que quand c'est gratuit, c'est vous le produit. Effectivement. Et c'est extrêmement important. Ça, c'est la base. Moi, allez-y, Edith, pardon. En fait, c'est ça, en fait. C'est juste de permettre aux gens de faire le choix. C'est ça. De choisir l'application qui leur convient pour faire ce basculement. Mais après, vous n'avez pas forcément l'obligation de télécharger ces applications. On parle de contraintes. Vous pouvez, comme certains ont prévu de le faire, attendre la journée du 31 et les jours qui suivront, donc tout le mois de février, pour à chaque fois, lorsque vous recevez un appel, de faire la modification selon les personnes qui vous appellent. Oui, donc c'est un choix aussi, c'est une possibilité, voilà. Mais bon, c'est quand même fastidieux si vous avez un répertoire de 2000 numéros, excusez-moi, comme le mien par exemple. 2000 numéros vous appellent, effectivement. Non, mais ils appelleront forcément un jour. Mais je veux dire, quel garde-fou mettons lorsqu'on va, par exemple, sur l'une des applications? Est-ce qu'il y a une case à cocher pour dire je ne souhaite pas que mes données soient utilisées à un autre objet? Les dispositions légales pour les voilà, exactement. Donc, oui, non, là aussi. Même s'il n'y a pas là, mais là, puisque c'est des applications qui sont déjà validées par la RTCI, qui est quand même le protecteur des données. À la différence de toutes les autres applications qui ne sont pas validées. Mais est-ce que cette autorité a fait de la communication pour nous expliquer les bases sur lesquelles elle a retenu ces applications? Oui, c'est une autorité. Oui, elle est une autorité, mais il faut aussi qu'elle fasse preuve de transparence. Parce que moi, j'aurais voulu que le DG de la RTCI soit ici, quand même à 48 heures du basculement, pour nous expliquer pourquoi et comment. Il est peut-être ailleurs. Non, mais pas qu'il est peut-être ailleurs, mais il est passé. Non, il est passé en premier sur notre plateau pour annoncer. Oui, mais maintenant, c'est effectif. Voilà. Non, je veux dire qu'on ne va pas lui en tenir rigueur. Et surtout savoir quand même le coût économique de ce basculement. Voilà. Est-ce que ça coûte à l'État aussi? Et
à l'autorité de régulation quelle sera la part à payer par les opérateurs, parce qu'on passera de 50 millions de numéros à une capacité de 10 milliards de numéros avec la numérotation à 10 chiffres, c'est mathématique. Donc, vous êtes un fait Limi, Alain Toussaint. Voilà. Vous êtes un bon journaliste, je suis sûr que une petite enquête vous permettra d'avoir toutes ces informations. Voilà. Et d'ailleurs, oui, parce que c'est ça que j'ai évoqué. Voilà ce que j'allais dire. Voilà, mais je ne sais pas, il n'est pas en contact, il a tout le mois de février pour venir, le DG de la RTCI. Je suis sûr qu'il va vous recevoir si vous prenez rendez-vous avec lui. Non, mais à l'antenne, pas privé. Moi, j'aimerais rebondir sur ce qu'il disait quand il parlait de cocher sur une case. Qui d'entre vous a déjà lu des conditions générales d'utilisation pour les applications que vous utilisez et que vous téléchargez? Personne. On clique toujours sur « j'accepte », on ne lit jamais. Pas tout le monde, on lit quand même parfois. Moi, j'ai juste une question. Si tu n'es pas d'accord... qui dit qu'on lit peut-être 15% de... Tout ça, là, il est spécial, il lit tout ça. Enfin, comme vous, il n'y en a pas beaucoup. Qui a le temps de lire toutes ces conditions de WhatsApp ou de Facebook? Quand tu as installé Facebook dans ton téléphone ou WhatsApp ou d'autres, on t'a demandé l'accès à ton répertoire, l'accès à ton appareil photo, l'accès à tes comptes. Non, pas à mon répertoire. Le répertoire, j'ai refusé. Mais le point, c'est que juste l'appareil photo. Mais le point, c'est que même quand on lit et qu'on n'est pas d'accord, on fait quoi? Si on dit on n'accepte pas, on ne télécharge pas l'application et pourtant on en a besoin. Non, mais on en a besoin parce que en fait, c'est bien pour ça que beaucoup de promoteurs d'applications comme Facebook et tous les autres refusaient jusque-là le contrôle des États parce qu'ils disent que ce sont des applications qui sont à la volonté mais on a su qu'également que certaines des applications avaient vendu des données à d'autres sociétés. Il faut mettre un peu de réserve. Oui, mais je suis sûr que vous avez accepté. Parce que si vous avez WhatsApp, je sais que vous avez WhatsApp, vous avez forcément accepté qu'ils ont... Il faut sortir de la naïveté. C'est des données qui sont évidemment analysées, qui sont... Oui, on n'a même pas besoin de dire le contraire. Je ne suis pas contre les applications. Je dis simplement que moi, je suggérerais à nos amis d'aller plutôt sur les sites des opérateurs de téléphonie qui ont déjà nos numéros. Et il me paraîtrait plus sécurisant et logique d'aller sur les sites de ces opérateurs pour... Dans ce cas-là, vous accordez justement, vous accordez crédit à la méthode de la RTCI, parce que c'est ce que la RTCI a fait. C'est-à-dire que toutes les applications des opérateurs sont validées par la RTCI. La RTCI vous me parlez d'opérateurs privés qui ont été autorisés. La RTCI... On va trancher. L'application, oui, tu as dit. Allez-y, chez les opérateurs. La RTCI également, vous pouvez la télécharger. Mais attendez d'abord le 31 janvier. Qui est fait même par la RTCI, qui existe. Les opérateurs privés ont leur application, qui sont validées par la RTCI. Mais enfin, donc c'est comme si on peut pas dire que ce sont des... ne peut pas valider, ne peut pas être le contrôleur des opérateurs privés. Enfin, où va-t-on? Mais personne ne lui dénie le droit de... Mais moi, c'est ce que je ne comprends pas. Je vous dis simplement, quelle garantie a-t-on de protéger les données? Mais la garantie, c'est l'autorité. C'est bien ça. Excusez-moi, mais quand on voit quand même des démarcheurs qui vous appellent du Maroc ou bien qui vous appellent de Tunisie... Parce que ce sont des opérateurs, des créateurs d'applications locaux, on va dire. Ah non, moi je m'attaque. Parce que tu ne dis pas ça des autres. Qui ne soient pas forcément dans le milieu officiel, je dirais. Mon souhait est que l'utilisateur soit protégé et que ces données ne se retrouvent pas dans la file de marketeurs qui demain vont lui envoyer des SMS, de la publicité, etc. La garantie qu'on a, en étant par exemple chez un opérateur X ou Y reconnu, autorisé, c'est qu'on a déjà habituellement ces coordonnées chez cet opérateur, donc il n'y a aucune crainte. Mais la contradiction, c'est que ça ne répond même pas à votre question, puisque de toute façon, l'opérateur lui-même, à qui on a nos numéros, c'est un gros vendeur de données. Donc je le sais, mais il vaut mieux au moins connaître ce vendeur. Pour te rassurer, je vais vous demander, à vous sur ce plateau, lorsqu'on va rendre visite, on va dans une entreprise pour un rendez-vous, les gardiens qui nous tendent leurs fiches à remplir avec les noms, numéros de téléphone, et qu'on remplit, en tout cas je pense que vous remplissez, vous pensez qu'ils font quoi avec ces données depuis 10 ans? Bon, outre le fait qu'ils pourraient les commercialiser, mais ils aussi... les commercialisent, on reçoit des SMS qu'on n'a pas demandé. Oui, mais il y a aussi un impératif de sécurité, c'est-à-dire que s'il se produit un incident sur le site, au moins on pourra tracer. Vous parlez l'autre fois d'un tueur en série ici, au moins s'il était passé, visiter... Il faut des photocopies, je pense, de ces données-là aussi. Oui, sans doute à la maison pour les utiliser. Tout comme les jeunes qui font les cabines téléphoniques, je pense que pendant longtemps, ces numéros d'appelants ou d'appelés ont servi à alimenter des bases de commerçants. Mais le principe... Parce que vous voyez peut-être un petit gars de une cabine téléphonique pour prendre le numéro d'une nana. Dites-le peut-être. Je ne l'ai pas fait. D'accord. Je pense qu'il faut ce qu'il faut retenir, c'est que... Non, mais franchement, je me tiens la parole.
non, pas du tout. Désolé, monsieur Alain. Ce qu'il faut retenir, c'est que... je reconnais que c'est un coup bas. Pour donner le temps au Mais il a rétat d'affaires, il a dit que c'est... Oui, il a fait. Non, mais oui. On l'a tous fait. Voilà, assumons. Même lui, il l'a fait. Vendez pas la veille. Non, pas du tout, En tout cas, je pense que pour assurer les retardataires ou ceux qui prendront du temps à télécharger ou à faire le basculement, ils ont jusqu'au 28 février, où les numéros, en tout cas de 8 à 10 chiffres, pourront cohabiter. Donc vous allez recevoir un message qui va vous rappeler que vous devez faire le basculement jusqu'au 28 février. Donc les 10 numéros et les 8 numéros pourront cohabiter sans problème. Et ça, par contre, c'est une excellente mesure, parce que le fait de laisser cohabiter, parce que imaginez qu'on s'oublie, une période de transition, parce qu'on peut s'oublier, dès le 1er février, on n'y pense pas. J'arrive pas à passer d'appel, je comprends rien. Parce qu'on a dû oublier. Là, je pense que le temps du basculement, ça, c'est une très très bonne décision. Et surtout aussi, tous ceux qui ont parce que là, on parle d'applications, mais tous ceux qui ont les petits téléphones, qui n'ont pas forcément les applications et qui ne cliquent pas également sur les SMS, pourraient se retrouver coincés. Donc, je pense que c'est une très très bonne mesure. En tout cas, rendez-vous le 31. Le 31, j'espère que ça ne va pas ressembler à la nuit de l'an 2000 où on avait des bugs, le fameux bug de l'an 2000. Il faut rappeler que la RTCI fait justement une nuit spéciale, ce jour-là, où ils vont faire une sorte de veille chez les différents opérateurs. Et ça pourrait ressembler à cette nuit-là du passage à l'an 2000. Plus pas qu'il y ait quelques désagréments. Il faut qu'ils travaillent à ce que ces désagréments-là soient moins. 07 Oui, 07. Oui, c'est ça, 07. Et toi? Tu veux mon numéro 07 07 et 01. Les habitudes. 07 et 01. Les vieilles habitudes. Les vieilles habitudes de cabinet, là. Alors, avant la fin de l'émission, je vous promets de vous vendre les données des numéros de téléphone de ces deux-là. On se ce qu'on en fait. On marque une pause, on se retrouve derrière pour la suite. Cette séance de décryptage-là, tant attendue par nos téléspectateurs, parce qu'il y a des détails, il y a des commentaires, il y a des analyses, il y a des confrontations d'idées, je tiens à le signaler. Et notre premier point ce soir concerne une bonne nouvelle, j'ai envie de dire. 4 femmes libérées, donc sans condition. Aujourd'hui, c'était 5. Au total, elles sont 5 au total du GPS qui ont été libérées sans condition. C'est une bonne nouvelle, Edith. Oui, c'est une très bonne nouvelle depuis 5 mois, il y avait beaucoup d'appels sur les réseaux sociaux de personnes de la société civile et d'activistes et d'internautes également, surtout les femmes, qui, au-delà des partis politiques, de leur appartenance à leur parti politique, appelaient également à ces libérations et c'est à saluer. Donc je vais rappeler le nom de celles qui ont été libérées, c'est important de mettre un nom sur ces personnes. Madame Anne-Marie Bonifant, Namizata Kone Ami, Henriette Guéhi et Couignon Irène Épouse, qui sont membres du GPS. Maintenant, la question de la libération sans condition, donc qui intervient ce mois de janvier après l'élection présidentielle, et sachant qu'elles ne seront pas sous le coup de poursuites judiciaires, donc elles peuvent vaquer finalement à leurs occupations. Fait poser la question des raisons de leur interpellation. Des raisons de leur interpellation, il n'y a pas eu de procès. Donc on considère qu'elles ont été maintenues pendant ces 5 mois. C'est quoi la suite finalement? Parce que c'est bien de pouvoir avoir une information à ce niveau. Pourquoi elles ont été arrêtées? Quel est le motif? Pourquoi il n'y a pas eu de procès? Est-ce que la procédure a été conforme jusqu'au bout? Bien, c'est une forme de grâce qui leur a été accordée au final. Voilà, c'est des questions, des interrogations. Ça ne participe pas de ce grand... À la décrispation dont on parle ou du dialogue politique. Mais dans ce cas, pourquoi on n'a pas eu la libération de Pulcherik Balé, par exemple? Oui, c'est vrai que vous avez dit beaucoup de choses, Edith, mais là, c'est ce qu'on dénonce depuis ici. Nous, on pense que sans chercher à connaître même les raisons pour lesquelles on arrête les uns les autres, il faut que la justice simplement soit un peu dans la célérité. C'est un peu comme dans le cadre d'un échange marchandises. Il est toujours bon que chaque partie explique je vous donne gratuitement mes services, mais voilà ce que ça doit coûter en fait. Exactement. On vous libère, voilà ce qu'on vous reprochait, mais vous êtes libéré. Et c'est cette information que je pense que les médias n'ont pas. Non seulement les médias, mais on est de la communauté nationale. Parce que, vous savez, on est tous des justiciables. Oui. Donc il faut qu'on sache constamment, et puis si elles ont fait quelque chose, que la justice nous dise, bon, elles ont fait ça, on veut les condamner, mais on attend de boucler notre truc. Parce que si demain, connaît Salifou, je peux finir vraiment, si demain connaît Salifou ou connaît Conan quelque chose, vole une mangue, je ne sais pas, dans un village, c'est sûr que lui, il va être condamné, on saura vraiment ce qu'il a fait. Donc il est bon que la justice soit un peu plus claire
dans ces chefs d'accusation pour tout le monde. Ce que je m'apprêtais à dire, je veux bien qu'on revienne sur les circonstances dans lesquelles elles ont été arrêtées. En août. Vas-y. En août, Le 13 août, 13 oui, le 13 août. elles avaient été arrêtées lors de manifestations contre le troisième mandat, du président Ouattara. Ok. Et je pense que leur libération intervient peut-être dans le contexte de crispation, de négociations politiques. Voilà. Maintenant, ce que André dit, et je le rejoins, c'est que il ne faut pas donner le sentiment d'une justice qui fait ce qu'elle veut, sans forcément tenir compte déjà des droits des personnes. Parce que ces femmes-là sont restées, comme d'autres, en détention, un peu plus de 6 mois. Elles n'ont pas vu leur famille. Voilà, leur famille, et il n'y a pas de procès. On nous dit qu'elles sont libérées sans condition. Dieu merci, mais pourquoi avait-elle été donc maintenue en détention? Est-ce que vous avez, tout à l'heure, lorsque vous évoquiez les termes liés à cette affaire, vous avez parlé de négociation. Est-ce que c'est peut-être pas le fruit d'une négociation secrète? Oui, voilà. Politique, ça a été mentionné. C'est l'une des recommandations. C'est-à-dire qu'on a libéré Afin Guessan, mais on sait pourquoi il a été arrêté. On sait pourquoi on l'accuse. Donc quand je dis pourquoi, non, la justice, s'il l'a... On parle du cadre dans lequel elles ont été arrêtées. Je n'ai pas toutes les données, mais elles sont libérées sans condition, mais est-ce que l'affaire continue en instruction? J'ai cru entendre que ce n'était plus le cas. Enfin, est-ce que les charges éventuellement sont abandonnées? Qu'est-ce qui va se passer? Il n'y a plus de suite. Là aussi, on parlait déjà ici de l'absence de transparence au niveau même de l'institution judiciaire. Je dis, quand il y a de tels événements, il faut que le parquet, qu'on aide à communiquer. Ce soit de la transparence et de la communication. Exactement. Non, en tout cas, au moins de la transparence pour que l'individu lambda et toute partie intéressée par cette affaire sache au moins ce qui est reproché à ces dames et pourquoi elles sont remises en liberté. Est-ce que c'était lors d'une manifestation autorisée ou pas? Peu importe, c'était dans un contexte de protestation politique. La manifestation n'était pas autorisée. Mais non, ça n'importe pas peu, justement. J'espère qu'on ne se trompe pas, parce qu'on parle de sans condition. Est-ce que ça veut vraiment dire, parce que là, un juriste pourra tout nous dire, est-ce que ça veut dire que l'affaire n'est pas en instruction? C'est ça la question. C'est la libération sous condition, c'est autre chose. Alors sans condition, ça peut aussi vouloir dire qu'elles ne sont pas sous contrôle judiciaire. Elles sont pas sous contrôle judiciaire, mais est-ce que l'affaire a cessé? Est-ce que l'affaire s'éteint au moment où elle recouvre la liberté? Je ne lis pas ça dans les dépêches qu'on a reçues. On n'utilise pas vraiment des termes comme acquittement, comme procès, etc. Non, on a acquitté quand il y a un procès. Oui, quand il y a un procès, justement. On a relaxé, peut-être après une garde à vue. Elles étaient en détention provisoire. Elles étaient donc théoriquement en détention provisoire. Parce qu'effectivement, ça conforte justement Amnesty International dans son terme. Parce que l'Amnesty International avait dit de détention illégale. C'est ça. Ça dit que si on reproche quelque chose à quelqu'un, on détient la personne, mais une fois qu'on n'a rien et qu'on détient la personne, il y a un problème. Surtout qu'il y a des délais à respecter dans la détention. Donc, est-ce que ce ne sont pas toutes ces pressions-là, Amnesty International, des négociations qui ont abouti à ce que ces femmes-là soient libérées? Non, moi je pense que non. Il y a une information qu'on n'a pas, il faut l'avouer, dans ce dossier. Mais une chose est sûre, et il avait dit tout ça, ça fait partie aussi de ce processus, de ce package de décrispation qu'on observe justement sur le plan politique. En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que le mouvement GPS n'a plus de femmes, en tout cas dans ses rangs, qui est détenue en prison. Mais il y a d'autres qui sont détenus. Oui, dont Pulchéry Balé, activiste. On peut toujours. Et d'ailleurs, Amnesty International. Il me semble que ça fait partie justement dans la même période d'arrestation. Oui, effectivement. Donc, pourquoi il y a un traitement différencié? Parce qu'on s'attendait également dans ce lot de femmes, également qu'elles en fassent partie. C'est pour ça que vous faisiez bien de citer les noms des femmes qui ont été libérées. Bien préciser. Il faut savoir que Pulchéry Balé ne faisait pas partie de ces femmes-là qui avaient été libérées. Tu as parlé de célérité, ça c'est important. On avait reçu des avocats, le procureur également, de confiance en la justice, dans le processus de la justice. Célérité, pourquoi c'est important? Et surtout, pourquoi il est important d'avoir l'information au moment du processus? Peut permettre d'éviter ce genre de cas. On a une personne qui avait volé un bouc, je me rappelle bien, Cabri, et qui avait une peine d'emprisonnement, en tout cas à Bandoukou, si je me rappelle bien, une peine d'emprisonnement à 20 ans de prison. Ça a été géré avec célérité. Donc, il ne faudrait pas qu'on ait l'impression qu'il y ait une forme de double vitesse pour certains cas. Et puis l'autre problème que ça pose aussi, parce qu'on sait qu'il y a le procureur, il y a le ministère public, et il y a les juges qui sont censés être indépendants. C'est-à-dire qu'ils sont censés quand même
contrôler justement la détention demandée par le ministère public. Il faut qu'à un certain moment aussi, vraiment on le dit, les juges, on est tous des compatriotes, il faut qu'on se regarde les yeux dans les yeux, il faut que vous soyez aussi indépendants. Quel est justement l'intérêt d'être resté 6 mois plus tard pour nous dire que ces dames auraient pu être libérées, même en dehors même de, je veux dire, en dehors du dialogue politique. C'est ça, ça pose un problème. Mais ça pose, en fait, je pense que ce n'est pas forcément lié à ces femmes-là. Aujourd'hui, c'est parce que c'est des personnalités politiques, je dirais. Mais aujourd'hui, la problématique des détentions provisoires à longue durée, vous en avez, par exemple, au Sénégal, vous en avez pendant des années, des gens qui sont condamnés, qui font l'objet de mandats de dépôt, qui sont déférés et qui restent des années en attendant le jugement. Et une fois qu'ils sont jugés, ils sont acquittés parce qu'on se rend compte qu'ils n'ont rien fait. Sinon, ils ne sont pas dédommagés non plus. Ils ne sont pas dédommagés. Ils sont tellement, on leur dit, soyez heureux. Des fois même, ils ont déjà encouru leur peine. En fait, ils ont déjà consommé leur peine parce qu'ils ont été détenus pendant longtemps. Donc, pour moi, ce n'est pas forcément lié. On les oublie dans le système judiciaire à un moment donné, pendant ces longues gardes à vue ou bien ces détentions provisoires qui finalement deviennent... C'est un processus Covid mal géré, donc du genre, vous avez votre résultat après avoir été guéri. Exactement. Alors, concernant Mme Balé, j'espère qu'elle n'est pas oubliée parce qu'elle n'appartient pas à une officine politique. Officiellement, elle est membre de la société civile. Voilà. Et on espère que sa libération va quand même intervenir maintenant, après ces longs mois de détention. Des négociations ont eu lieu, où ces libérations s'inscrivent dans un cadre de négociations et de discussions. Dans le cas de Pulséric Balé, effectivement, il y a des organisations comme Amnesty International et d'autres organisations qui chaque jour travaillent pour que, en tout cas, il y ait de la célérité dans le traitement de son dossier. Même aussi, on nous dit ces organisations, nous qui sommes des observateurs, on se rend bien compte que les conditions qui ont prévalu à la libération de ces 5 dames devraient quand même être les mêmes pour Pulséric Balé. Bien sûr. En tout cas, sur ce plateau, on a toujours milité pour sa remise en liberté. Oui, il faut qu'elle réponde à la justice, mais tout en étant libre. Voilà, tout à fait. Il y en a un autre qui est très heureux d'avoir été libéré et même qui fait partie désormais, enfin il accompagne, ouais, je sais que j'ai choisi la tournure, c'est Affi N'Guessan, effectivement, qui faisait partie de la délégation ivoirienne aux obsèques de Rawlings. Bon, alors, petit rappel du contexte, Affi N'Guessan avait été accusé de sédition, il avait été détenu pendant une trentaine de jours, il a ensuite été libéré, placé sous mandat de dépôt. Alors, la question que certaines personnes se posaient, c'est que cache la présence d'Affi N'Guessan? Comment on explique la présence d'Affi N'Guessan sans forcément partir dans le complot, la présence d'Affi N'Guessan dans la délégation officielle, est-ce que ça augure d'un certain deal qu'il y aurait? Moi, franchement, ma première réaction, c'est qu'au-delà même de calculs politiques, il faut savoir que là, on est à des obsèques. Parce qu'en général, vraiment en général, je ne sais pas, je n'ai pas souvenance, dans à peu près tous les pays du monde, quand il y a un décès, une forme d'union sacrée. Même tous les politiques s'unissent. Donc vraiment, je trouve même que c'est un peu, pour moi, malsain même de poser la question en termes de deal. Non, je vais me prononcer là-dessus. Sur un sujet comme celui-là. Ça veut juste dire que beaucoup de nos compatriotes et des analystes ivoiriens pensent et ils se disent que les antagonismes doivent même se poursuivre, quelles que soient les conditions. Mais je pense qu'il y a des contextes qui font qu'on peut oublier les antagonismes. Et ça, pour moi, c'est ça qui peut me désoler un peu de voir que tout le monde est dessus. Alors que, ça ne devrait pas. Je crois que vous avez choisi une version simple de la chose. Oui, une version simple. Allez-moi la version compliquée, je vous écoute. Ça ne devrait pas te désoler parce que le problème aussi, c'est que nos politiques, depuis des années, nous ont habitués à ces antagonismes entre leurs personnes. Mais vous êtes obligé de porter on parle à chaque fois ici sur ce plateau du fait que la politique, en tout cas les politiciens, devraient plutôt nous habituer à parler de sujets qui nous concernent. Donc l'emploi, la santé, tous les sujets sociaux qui nous intéressent. Mais en général, ce sont des problèmes de personnes. Et quand on a des problèmes de personnes, donc ce sont des bagarres auxquelles nous, le peuple, on assiste en général. Et lorsqu'on voit ces personnes se rabibocher après, au bout de 2 mois de bataille sur des problèmes de personnes, je reviens à Rabia, s'il vous plaît. Allez-y, on peut mettre à Rabia de s'exprimer. Moi, je suis totalement d'accord avec lui. Sur les informations qu'on a, le président Alassane Ouattara lui aurait demandé de l'accompagner sur invitation du gouvernement ivoirien. Deuxième chose, il y est parti en tant qu'ancien chef du gouvernement ivoirien. Pour moi, comme il dit, quand on a vraiment toutes les divergences qu'on veut, quand il s'agit de mort, de décès, comme surtout pour un personnage comme Jerry Rawlings,
on ne peut pas mettre en avant les divergences pour dire non, on ne va pas y aller. La question aurait pu être... Non, Rabia Diallo, s'il vous plaît. La question aurait pu être pourquoi AFI? Voilà. En fait, là, je n'ai pas de problème. Lorsqu'on a un problème de décès, on a une situation de décès, surtout en Afrique, on oublie nos dissensions, on va en délégation et tout. Il n'y a pas de problème. Mais là où je vais terminer, là où je veux en venir, c'est parce qu'on veut s'étonner du fait que le public ivoirien, les Ivoiriens s'énervent de voir, pas s'énervent, mais en tout cas font des interprétations du fait de voir cette image. À ce moment précis, après tout ce qui s'est passé, de voir ces deux personnalités, en tout cas le président du FPI et le médiateur, ensemble dans un avion, aller assister à une cérémonie des obsèques en fait. Donc moi je parle juste du fait qu'il faut comprendre les Ivoiriens, il faut comprendre leurs sentiments à ce moment précis. Justement, je dis que je ne comprends pas. Il faut comprendre leurs interrogations, rien que ça. Il faut comprendre les interrogations, tout simplement. Bon, je pense que c'est parfois aussi le fonctionnement de l'État qui est ainsi. Lorsque le président de la République mandate un président d'institution pour le représenter à une manifestation, cette personnalité-là a libre choix de sélectionner quelques personnalités pour se rendre au lieu dit. Maintenant, la question que soulève Edith est quand même pertinente. Tout ça pour ça, parce que si on pouvait s'entendre aussi bien, voyager, partir ailleurs ensemble, on aurait dû donc pu trouver des points d'accord et éviter... Mais à ce niveau-là, s'il vous plaît, André, à ce niveau-là, on peut dire à ce niveau-là qu'on a tourné la page, on peut estimer qu'on a tourné la page. Non, mais on a quand même la liberté et le droit de trouver... Excusez-moi, madame. Non, parce qu'on a utilisé des mots pertinents, tout ça. Il faut que ce soit quand même pertinent jusqu'au bout. Non, mais ce qu'elle a dit est... Non, pour moi, ça ne l'est pas. André, parce que par rapport à ce que... Ça dépend de votre explication. Vous venez juste de nous dire... Madame Rabia Diallo, vous voulez parler? On ne dit pas, excusez-moi, on ne dit pas aux hommes politiques de vivre dans des grottes comme aux temps anciens et de ne pas se parler. On dit simplement que parfois il est aussi bon d'avoir de la cohérence. Ou alors une explication... pardon André, mais aussi parfois... Mais André, on saura, quand vous avez envie de parler, on vous donne la parole. Oui, mais voilà, c'est ce que je vous dis. André, il bouillonne, on dirait... Oui, on va laisser, s'il vous plaît. On va laisser Alain Toussaint terminer en 2 minutes et vous allez avoir la parole. Je vous écoute depuis, enfin, si vous ne vous rendez pas compte, enfin, faut regarder peut-être le c'est l'effet du basculement téléphonique. Non, ça n'a rien à voir. Il va perdre ce numéro. Oui, donc je disais que ce n'est pas mauvais, mais quand on part en délégation avec des opposants ou d'autres, il faut aussi expliquer pourquoi on a choisi un tel et pas un tel autre. C'est tout. Voilà, après tout, je ne vois pas... Je veux dire, il n'y a pas de... Je ne vais pas m'être entré de drame, mais bon, non, mais c'est pas... D'abord, on n'explique pas pourquoi on a envoyé un opposant. Enfin, je veux dire, quand le président français... François Hollande, ou à l'époque, ou même celui qui est là aujourd'hui, invite Nicolas Sarkozy justement à participer justement à l'hommage aux militaires morts pour la France, etc. Il n'y a pas d'explication. Enfin, ça me paraît... je peux finir. C'est pas pareil, André. Oui, d'accord, ce n'est pas la même chose. Franchement, on va me dire la différence. On va me dire la différence qu'il y a entre aller rendre hommage avec un ancien président de la République à des militaires qui sont morts, et la différence entre prendre un ancien Premier ministre, un chef de parti, et aller rendre hommage à un ancien président dans un pays étranger. Dites-moi, enfin, s'il vous plaît, vous avez dit c'est différent. Est-ce qu'on peut me montrer quand même la différence? C'est quoi la différence ici? On va rendre hommage, on prend des personnalités quand même du pays pour aller rendre hommage. Ça me paraît vraiment évident. À ce niveau, la question qu'on aurait pu se poser aussi, donc la première question, que tout le monde s'est posé, c'était pourquoi AFI? Première question. La seconde question, est-ce que dans la délégation, on avait peut-être une délégation de l'opposition ivoirienne qui était partie dire Yako dans le choix des personnalités? Et moi, je veux même jusqu'à me poser une question, à me dire pourquoi AFI a cette réponse? Je peux estimer que du point de vue de ses origines, peut-être qu'AFI N'Guessan connaît beaucoup plus de rites, il est Agni, il a peut-être des codes par rapport au Ghana. Il y a un million de raisons qui peuvent expliquer qu'on choisisse AFI N'Guessan. Sauf que ce qu'Alain Toussaint dit, c'est qu'on n'a peut-être pas les raisons. Il aurait souhaité peut-être qu'on ait les raisons de la présence. Oui. Voilà. Non, mais ça a été dit, c'est le gouvernement. On sait qu'il a invité. C'est le gouvernement ou c'est le médiateur? Non, mais c'est écrit sur l'invitation du gouvernement. Mais qui l'écrit? C'est le président du FPI. Mais c'est le FPI qui le dit. Enfin, c'est la voix officielle. Oui, c'est le FPI qui le dit. Est-ce que vous avez entendu le gouvernement dire cela? On ne va pas quand même douter, les gars. Bon, maintenant, tu ne doutes plus d'un communiqué du FPI. Le FPI ne pourra pas dire. Il a bien changé, André. Moi, j'ai envie quand même de partager. J'ai envie de partager un petit extrait. L'ancien Premier ministre a interrompu une visite entamée dans le Moronou pendant ses obsèques du président Rawlings pour se rendre au Ghana à la demande d'Alassane Ouattara.
Il était en compagnie du médiateur de la République, Amadou Tounkara. Je pense qu'on a la réponse à cette question-là. Oui. Donc c'est une invitation du président de la République, au travers donc du médiateur, pour être présent aux obsèques. Non, en fait, là, le problème n'est pas dans le contenu ou la forme. C'est tout à fait normal, un ancien chef de gouvernement. En plus, je crois que le FPI a certaines acquaintances avec le NDC, avec Rawlings et tout. Donc, ça s'inscrit dans un ami personnel dans cette droite ligne. Après, on est en communication, en tout cas. Je parle de communication, je parle de communication politique, je parle d'image qu'on renvoie également au public. Moi, je m'intéresse au public, de messages, surtout de symboles qu'on renvoie au public, en fait. Et moi, qui ne suis pas une experte en politique, si je me mets dans la peau d'un Ivoirien lambda et que j'observe les 6 derniers mois auxquels on a assisté de ces batailles entre ces différentes personnalités qui ne se sont pas battues. Quelle réaction ça suscite en vous? Mais forcément, je suis interloquée. Forcément, je suis un peu perdue, désarçonnée de voir, désarçonnée et perturbée de voir cette image en tant qu'Ivoirien lambda, alors qu'il y a eu beaucoup de tensions à cause de toutes ces personnalités politiques. Je pose juste une question et puis on n'avance pas. En fait, vous auriez voulu que jusque-là, Tounkara et choses tiennent toujours la hache de guerre. Pas qu'il soit un peu tiré. Je parle de communication politique. Qu'est-ce que ça suscite en vous? J'ai passé le temps à vous écouter quand même. Qu'est-ce que ça suscite en vous? Juste une question. Je suis en train de faire le tour. Sur une image avec une hache. Quelle réaction? Moi, c'est pas forcément une réaction. J'ai juste envie qu'on revienne un peu sur les derniers événements qui se sont passés autour de cette table-là. La question, madame, c'est qu'est-ce que ça suscite en vous? Parce qu'on veut aujourd'hui, elle a parlé de l'Ivoirien, l'Ivoirien lambda, qu'elle a défini, elle. Elle a une réaction par rapport à cette image qu'elle a vue. Elle était interloquée. Non, mais pourquoi Afi est aux côtés du médiateur? Vous, par exemple, quand vous avez vu cette image, qu'est-ce que ça suscitait en vous? Je relativise, je me dis, après la pluie, le beau temps, on parle de décrispation. On en a parlé récemment par rapport à la réintégration au niveau de la commission électorale indépendante. On a parlé de la libération récemment de ces 4 femmes-là. Aujourd'hui, on voit cette image, on se dit que bon, on est quand même dans la logique de réconciliation politique. Et moi, ça me fait plaisir de voir que quand même, ils sont tous dans de bonnes dispositions pour y arriver. C'est exactement ce qu'André veut partager. Non, c'était pas ça que je voulais dire. J'avais commencé par une première analyse. Je pensais que bon, voilà, le fait d'être scandalisé, ça me surprenait. Mais la deuxième analyse, il faut qu'on la fasse parce qu'enfin, on est en train de tourner. C'est que, voilà, c'est un bon coup politique. Voilà, c'est-à-dire qu'à un certain moment... un bon coup politique pour qui? Mais non, André, on peut expliquer pourquoi. Parce que la preuve, vous êtes en train de nous dire pourquoi Afi. Donc, si vous-même, ça va dans votre sens. Parce que si vous dites pourquoi Afi, ça veut dire que celui qui a choisi Afi a bien réfléchi. Comment Afi? Oui, vous avez dit pourquoi Afi. Je vais réfléchir sur comment Afi. Voilà, comment Afi. Le temps que je réfléchis sur comment Afi, une chose est sûre, je pense que pourquoi Afi? Parce que celui qui a mandaté Afi a un objectif derrière la tête, forcément. Son objectif, sans doute, il y a une opposition qui est engagée, faisons maintenant un peu de politique fiction, qui est engagée dans des élections législatives dans quelques jours. On va porter Afi un peu, on va l'utiliser. Voilà, pour moi, ça fait partie du jeu politique face à une autre coalition qui existe, qui a refoulé Afi. Je pense que tout cela est quand même un peu tiré par les cheveux. Mais c'est un peu de la politique fiction, je l'avoue. C'est un peu de la politique fiction, mais je pense que c'est mieux que quand on tourne en rond en me disant pourquoi on n'a pas de réponse. La réponse, pour moi, elle est claire, c'est que les gens du pouvoir veulent utiliser Afi d'une certaine façon au détriment de l'opposition de EDS. Et Afi lui-même, sa position c'est quoi? Est-ce qu'il accepte de se faire utiliser ou il estime également que ça peut être bien pour lui, pour se remettre en scène, pour dire ok, je fais partie des personnes qu'on écoute, qu'on entend et même qu'on évite dans ce pays? Vous avez vu beaucoup de photos de nos hommes politiques quand ils font des voyages de choses comme ça. Enfin, on communique bien, on est dans l'avion, on est tous sourire. Donc, vous voyez bien. Et détendu surtout. Il y a de la stratégie. Et puis après, je pense que concernant Afi N'Guessan, c'est pas étonnant parce que depuis la sortie de crise de 2011, beaucoup de médias, en tout cas la presse de l'opposition, en tout cas lui reprochait cette proximité aussi avec le pouvoir et ça lui collait à la peau entre ces dissensions avec le FPI, tendance Laurent Gbagbo, donc le déchirement avec son parti et le fait qu'il soit très proche du pouvoir. Donc finalement, est-ce que c'est étonnant? Moi, je vais revenir à André et je vais faire de la politique fiction. Moi, je suis chef de l'État
Afi N'Guessan, qu'on dit proche, à un moment donné, lui-même a envie de dire je ne suis pas proche, il se rapproche d'une opposition qu'il n'accepte pas vraiment, parce que la première réunion de EDS, il n'avait pas été convié, on l'a reçu un tout petit peu en catimini après, et puis il va en prison. Quand il ressort, vous vous souvenez de cette tractation pour les législatives auxquelles on trouve qu'il n'est pas, et lui également trouve qu'il n'est pas bien aimé. Moi, qu'est-ce que je fais? J'invite Afi, simplement. Je dis Afi, viens à mes bras. C'est tout à fait normal. C'est la stratégie. Moi, j'aurais fait ça en tout cas. Il envoie un message à l'autre bloc, EDS, PDCI. Et moi, je vous promets que j'ai lu quelque part rapprochement. J'ai lu quelque part quelqu'un qui a écrit possible rapprochement entre le FPI et le RHDP. Oui, un peu comme moi j'ai adhéré au RHDP, quoi. Voilà un truc comme ça. Oui, mais ça, c'est totalement bidon. Voilà, c'est ça. Mais je ne m'arrête pas là-dessus. Restons sur Afi. Ne ravivez pas les anciennes tensions. Quand même, j'ai des sources sur une rencontre dans un certain lieu. D'aller un peu plus loin. Vas-y. Ok. Jean-Jacques reste là. Alors, ce que je voulais dire, soyez un peu sérieux. Je dis, il ne faut pas toujours voir de la stratégie derrière des actes d'État. Politique, Non. Il a été stratège pendant 10 ans. Il vous dit ça aujourd'hui. Moi, je donne. Mais les bras me tombent. Je ne donne rien que cette photo d'illustration-là, on dit. Non. Les bras m'en tombent quand j'entends tout ça. C'est l'avion présidentiel. Vous imaginez tous les communicants qui sont derrière cette image? Non, mais ça. Non, je ne pense pas qu'il soit. Non, pour moi, ça n'a aucune signification particulière. Ouais, pourquoi? Parce que c'est un acte d'État. Comme sous Gbagbo, par exemple, des dirigeants de l'opposition se sont rendus en délégation officielle au Gabon, mais ce n'avait pas de position. Avec une telle communication. Mais quelle communication? Il y avait la télévision, il y avait les médias. Je suis juste en train d'analyser la photo. Les deux messieurs derrière, ils ont leur masque. Eux, ils ont posé leur masque. Malheureusement, l'image est partie. Ils ont posé leur masque derrière, comme s'ils voulaient montrer une expression sur le visage de manière justement calculée. Voilà. Moi, je pense que cette image-là, c'est pas une image. Pour moi, cette image-là, c'est pas une image spontanée. C'est une image très bien calculée. Que la stratégie n'arrive pas à convaincre Toussaint Alain, je suis d'accord. Mais te dénier qu'il y a une stratégie là, je pense que non. Parce que c'est juste un acte. Le chef de l'État il avait juste envie d'inviter Afi N'Guessan. Le médiateur de la République, je pense. Voilà. Et il y a certainement d'autres personnes qui ont voyagé sur d'autres vols pour aller au Gabon. Dont on n'a pas les photos. On n'a pas les photos. Je reste dubitatif. par exemple, ministre de la Réconciliation nationale. Je ne pense pas qu'il y a pas de message. Face à l'analyse de Toussaint Alain. Pas de message. Mais bon, on dira que je suis habitué à ça. En tout cas, cette image-là aura réussi à faire parler les Ivoiriens. En tout cas, a réussi à faire parler d'Afi N'Guessan. Voilà, parce qu'on avait parlé de lui à sa sortie de prison. Après, il y a eu un petit moment de silence. Bon, on a parlé législatif. Et là, à nouveau, on parle d'Afi N'Guessan qui est à nouveau dans le jeu sur la sellette politique. Voilà, je constate que les cheveux blancs ont disparu. Ça s'est un peu amoindri. Mais André dit qu'il y a de la stratégie. Cette photo-là n'est pas une photo, tu vois, où il est en train de manger. Il y a quand même, ok, monsieur Afi, vous apprêtez avec une délégation officielle. Mais maintenant, ça a été diversement interprété par les Ivoiriens, certains estimaient que. Forcément, avec tout ce qu'ils ont vu, qu'est-ce que vous attendez des Ivoiriens à ce moment précis sur les réseaux sociaux? Quel message on souhaitait passer à ce niveau-là. Voilà, une chose est sûre, pour revenir à ce qui était important par rapport à cette visite-là, c'était le yako de l'État ivoirien, donc au peuple ghanéen. Voilà. Alors, un autre point de notre décryptage ce soir, ce sont les législatives. Et à ce niveau-là, c'est la mise au point de la CEI qui retient notre attention. Et puis, les candidats sont accusés, eux, de propagande électorale hors période réglementaire, de pré-campagne. Ensuite, il y a eu ce rappel des articles 31 et 32 du Code électoral interdisant toute propagande électorale en dehors de la période légale, avec cette menace donc de radiation de la liste des candidats, en tout cas des contrevenants. Je crois qu'à un moment donné, il fallait un tout petit peu que la CEI mette de l'ordre. Parce qu'on a commencé à voir des affiches déjà, on a des affiches de campagne. Pour les affiches, on est d'accord que c'est complètement illégal. Mais ils ont quand même le droit de faire savoir qui sont candidats. Mais entre l'annonce et ce qu'il y a des allures de propagande ou de pré-campagne, c'est pour ça qu'il y a une période de campagne électorale. La CEI, comme beaucoup d'institutions, doit arrêter d'infantiliser
les acteurs politiques. Des femmes, des hommes ont annoncé leur intention ou leur décision d'être candidats. Ils ont bien le droit de l'annoncer sur les réseaux sociaux. Monsieur Alain Toussaint, ce que nous avons peut-être constaté, c'est qu'il y a des gens qui ont annoncé, mais nous savons bien qu'il y a même des gens qui ont déjà organisé des caravanes, qui ont déjà commencé des petites caravanes dans les villages pour faire sensibiliser. Qu'est-ce qu'il y a eu des caravanes? Ce ne sont pas les caravanes officielles, mais des gens sont allés rendre visite. Mais c'est normal. Les rendez-vous politiques doivent être faits. Je veux dire que l'année politique... C'est une semaine qu'on peut faire campagne. Non, parce que la campagne, excusez-moi André, du 26 au 4 février, quelque chose. Mais quand ils ont voté la loi, c'était ça. Il y a des gens intelligents là-bas qui ont pu se dire, en une semaine, on ne peut pas faire campagne. Ben non, parce que nous ne sommes pas aux États-Unis où on a la force, la puissance des réseaux de télévision, de radio, où on a 50 chaînes de télé à Chicago ou dans telle ou telle ville qui permettent à tel candidat de faire campagne même en 48 heures. Ici, il faut aller à la rencontre des électeurs, du public, se faire connaître, etc. Il y a une période de pré-campagne. Je pense qu'il faut aussi à un moment donné lâcher un peu du lest et ne pas infantiliser les gens. Est-ce que ce n'est pas justement dans l'objectif, André, vous me direz, de vraiment définir un cadre pour éviter toute forme de débordement? Là encore, Alain Toussaint, il me titille. Il va encore accuser la CEI. La question, ce n'est pas la CEI, c'est ce que vous êtes en train de dire. C'est-à-dire que là, quand on voit les choses clairement, la CEI applique, on va dire, je ne vais pas utiliser un mot, applique quand même de façon un peu littérale les textes de loi. Les textes de loi disent, bon, il faut une période de campagne, elle est ouverte de telle période. Donc la CEI, finalement, essaie de faire son travail. Ça veut dire qu'après, il faut que les acteurs politiques soient un peu plus clairs dans ce qu'ils appellent la propagande politique. Moi, je pense que... Là, il ne faut pas de la propagande. Ils sont en période de communication, d'explication. Mais la communication, c'est de la propagande. C'est quoi mais quand vous voyez une affiche sur les réseaux sociaux, aussi l'affiche de quelqu'un pour dire telle personne candidate de l'opposition. Oui, parce qu'on a vu des affiches passer. Oui, c'est de la propagande. Parce qu'on dit voter. Pour moi, le problème, c'est pas que ça vous choque. C'est la période électorale avec l'outil, c'est-à-dire l'affiche, offerte par la CEI à chacune et chacun des candidats. Non, le problème, c'est pas que ça vous choque, mais je vais aller au bout de mon idée. Le problème, c'est qu'il y a un organe qui s'appelle la CEI qui constate que les lois à faire appliquer sont dévoyées parce que quelqu'un a publié sur les réseaux sociaux « Je vote, je suis candidat de temps, je vote... » Donc, attire votre attention. Mais ça pose quel problème à la communauté? Justement, ça pose un problème d'équité. Mais quelle équité? Mais tout le monde a accès aux réseaux sociaux. Moi, j'ai envie d'intervenir. Force reste à la loi. Pour moi, quand il y a des textes, on doit les appliquer. Pour moi, la CEI, quand elle sort ce communiqué, elle ne l'a pas sorti de nulle part. C'est-à-dire qu'elle a dû elle a constaté des choses. D'autant plus que dans cette commission, tous les partis sont réunis. Je veux dire, c'est important pour moi que si on voit qu'il y a des débordements, qu'on essaie de recadrer les choses avant d'aller plus loin. Ben justement, je pense que des femmes et des hommes annoncent sur les réseaux sociaux qui sont candidats. Pas que. Il y a eu des affiches électorales, je vous en montrer. La marée verte, des affiches électorales. Mais où affichées dans les lieux publics? Vous m'avez rappelé tout à l'heure que les réseaux sociaux, c'est un lieu public. C'est pour ça qu'on parle de propagande. Je parle des lieux publics physiques, pas numériques. Mais aujourd'hui, l'État aussi est présent et contrôle ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Sinon, l'État va se contenter que d'être dans les rues. Je pense que c'est un faux problème. La CEI ferait mieux de s'atteler à préparer les élections plutôt que d'empêcher les candidats de s'exprimer. Tu as un problème avec la CEI? Oui, j'ai quelque chose avec une institution qui coûte de l'argent et qui n'est pas capable d'organiser des élections. Je pense que l'article 28 est très clair. Toute propagande avant les dates officielles de la campagne est interdite. Et quand on parle de propagande, tu n'es pas sans savoir que la propagande, c'est faire de la communication, c'est se vendre. Sur son image. C'est sur son image, que ce soit dans la vie réelle, donc outdoor, sur les panneaux d'affichage. Ils font de l'information, pas de la sur propagande. Les réseaux sociaux. On voit des affiches de candidats qui déjà se positionnent pour la campagne électorale avant les dates officielles. Tout ça allait à poser un vrai problème, c'est de dire en quoi est-ce que ça gêne? Ça veut juste dire, moi, c'est ce que je voulais faire la synthèse par rapport à ce que Brice disait, ça veut juste dire qu'à un certain moment, il faut peut-être faire évoluer la loi pour que la lecture soit beaucoup plus aisée pour la CEI, parce qu'on n'accuse pas la CEI pour accuser la CEI. La CEI applique la loi. Et est-ce que les acteurs politiques ne doivent pas, justement, se saisir de ce problème? Parce qu'elle a dit, Rabia, il a très bien dit, c'est que la CEI, c'est pas juste la CEI, c'est composé de différentes opinions politiques qui ont jugé que nous étions en période de propagande. De cette loi. Je pense que, comme beaucoup de nos lois ivoiriennes, cette disposition est inspirée d'une disposition française qui fait que, s'il vous plaît, pendant les périodes électorales, 15 jours avant le jour du scrutin, il y a une campagne au cours de laquelle, enfin, une période durant laquelle les partis politiques ont accès aux médias
public. La question de l'équité. Voilà. L'équité, c'est là. Donc la CEI, aujourd'hui, non seulement les candidats urbains ou même dans les zones rurales n'ont pas accès à des médias, ne peut pas empêcher que ceux qui sont candidats se fassent connaître. Parce que la période du 26 février au 4 mars me paraît quand même très courte. Comment voulez-vous faire campagne pour une élection législative dans une localité en une semaine? Comment est-ce que vous allez faire le tour, par exemple, pour la circonscription de Bayota-Ouragayo, où il y a 44 villages? Comment un candidat peut-il faire le tour de ces 44 villages? Mais vous faites une réunion politique, vous croisez vos militants. Non, mais attendez, André. C'est pas la campagne. Mais Vous avez des représentants. est-ce qu'on peut gérer ça au cas par cas, justement? Aujourd'hui, oui, justement. Mais lui, ce qu'il dit, c'est qu'il y a beaucoup de particularités. Mais justement, c'est à ça que servent les règles. On ne peut pas régler ce genre de situation au cas par cas. Moi, si je vois, par exemple, une ou un candidat aux législatives être reçu sur un plateau télé et qu'il commence quand même à parler, à donner des arguments pour qu'on vote pour lui ou elle, pour moi, c'est de la propagande et c'est interdit durant cette période. Donc, pour moi, c'est légitime qu'aujourd'hui, la CEI... C'est bien pour ça qu'on parle d'évolution, mais tout ça, moi, à travers votre propos, dans votre esprit, c'est comme si la réunion politique était interdite. Mais non, vous pouvez faire une réunion politique à Port-Moué, à Bassam, pour rencontrer vos militants, pour installer votre machine électorale. Mais sauf que durant la campagne, la propagande ici, c'est là où on s'adresse à l'ensemble de la population. C'est pas la même mécanique. En fait, je pense que le problème que tu poses surtout aussi, c'est la durée de la campagne électorale qui est trop courte. Exactement. Mais en même temps, vous n'avez pas besoin d'une semaine pour venir maintenant vous faire découvrir par des électeurs. D'une part, la période est courte, et d'autre part, ce que j'observe, par exemple, je fais une réunion politique. Oui. Je la diffuse en live sur Facebook. Qu'est-ce que vous faites? La CEI va me sanctionner? Mais non, on fait une réunion politique. Et au cours de la réunion, il y a des militants qui disent, ou bien je dis, votez pour moi. Voilà. Enfin, vous comprenez? Ben, je comprends très bien. Alors, donc, c'est de la propagande ou bien qu'est-ce que c'est? Moi, tu parlais de politique fiction, mais là, la vôtre... Non, ce n'est pas de la fiction, puisque c'est ce qui se produit tous les jours. Quand vous allez sur Facebook, vous verrez qu'il y a des candidats à Soubré, à Odiéné, qui sont en direct sur Facebook. Donc, qu'est-ce qu'il va dire à ces gens? Votez-moi, il est déjà le candidat putatif du parti où il a été choisi. Le but, c'est de mobiliser les... La réunion du FPI à la Cota, je dis n'importe quoi. Mais allez, est-ce qu'aujourd'hui, pour terminer sur ce sujet, une question, est-ce qu'une réunion politique, c'est une campagne politique? Non, c'est pas une campagne électorale. Non, une réunion politique, c'est pas une campagne électorale. Même en période de pré-campagne, fait partie de la campagne ou de la pré-campagne. Pour moi, c'est un moment de communion, d'explication, de rencontre avec les militants. On est d'accord. Et si la CEI veut sévir, elle veut juste organiser dans un premier temps pour éviter les débordements. Non, mais tout est organisé. Les partis politiques sont des organisations quand même qui savent ce qu'elles font. Et je dis qu'il faudrait d'abord, sans doute, et André l'a dit, revoir tout le dispositif qui entoure les élections dans le pays et arrêter d'infantiliser les gens. C'est tout. Mais ramener des gens à des règles, est-ce qu'on les infantilise? Mais justement, c'est quoi? Quand on dit infantiliser, en quoi est-ce qu'on les infantilise? On les infantilise en leur disant qu'ils n'ont pas le droit de faire des choses qu'il est quand même de leur ressort de faire. C'est un rappel à l'ordre. De temps en temps, on nous rappelle, monsieur, le temps qui vous êtes imparti est en train de s'écouler. Il n'y a pas d'infantilisation. Il y a une note de quand des gens publient sur des réseaux sociaux, votez pour moi, machin, c'est de la campagne électorale. C'est de la propagande. C'est de la propagande. Ils ne sont pas en train de mettre en place leur machine électorale qui consiste justement à faire de l'activité politique classique. La plupart des messages que j'ai eu à voir, ces messages-là étaient, comme on dit, des sortes de professions de foi de candidats qui expliquent, d'abord qui annoncent qu'ils sont candidats et qui expliquent pourquoi ils le sont. C'est quand même le minimum. Si nous étions dans un pays où les médias étaient installés dans les 31 régions et 2 districts et que chaque femme ou chaque homme pouvait aller voir les journalistes pour discuter, je pense qu'il n'y aurait pas eu de soucis. Mais aujourd'hui... Mais si, il y a un réseau de radios de proximité, il y a plein de choses. Est-ce que les radios de proximité font de l'information? Non, pas des journalistes, on n'a pas les moyens de faire de l'information. Il y a un quota d'information. Oui, mais ce que vous soulignez, c'est que le temps, par exemple, de cette campagne-là mérite d'être vu. Oui, mais donc, je pense que vous le rejoignez totalement en disant qu'il faut, et je vous laisse la parole qu'il faut, le vrai problème à poser, c'est le revoir les textes, il faut qu'on s'asseye pour donner justement un peu de facilité aux uns et aux autres dans l'interprétation. Oui, moi, quand il disait tout à l'heure que quand on dit qu'on est candidat, on dit pourquoi on est candidat, on va argumenter.
Et pour moi, ça, c'est une propagande. Mais non, s'il avait accordé une interview à Jeune Afrique, par exemple, je suis candidat pour changer les choses, pour construire des maternités. Non, mais pour moi, on donne des arguments aux personnes qui doivent voter pour nous pour voter pour nous. C'est là où, en fait, la Alors, vraiment, merci, Joël, de temps en temps, parce qu'il m'épuise. Je pense que de temps en temps, vous serez là pour tenir quand même ce concert. Bon, en tout cas, l'objectif de ce débat-là, c'est de provoquer la réflexion et puis je vois à la maison certainement vos différents points de vue, partager vos avis et vos réactions. Merci Alain Toussaint, André Bois, merci Madame, Rabia Diallo, Edith Beaubleu d'avoir été avec nous, toutes les équipes techniques et éditoriales. C'est passé vite. Oui, c'est passé vite. On avait un dernier sujet sur le retour des exilés. On va parler du retour des exilés lundi sur ce même plateau-là, dans le live transmission. Ça n'aura pas le même chose. Très bien. Mais regardez des enfants à l'école qui se plaignent du fait que... on ne veut pas aller en récréation. En récréation. On est en train de nous infantiliser. Voilà, je vous souhaite un bon week-end à vous. Et puis on vous retrouve lundi, demain sur ce même plateau. Vous retrouvez Cogné Say Girls. Il y en a certaines qui sont là sur ce plateau. Retrouvez-nous pour demain, le live 20h. week-end. Prenez soin de vous et des autres. Que Dieu veille sur vous, que Dieu veille sur la Côte d'Ivoire. Amen.